Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update lecture. On est encore et toujours sur mes lectures du mois de septembre. J'ai lu au final 23 livres en septembre, donc on en a pour un moment avec mes lectures du mois de septembre. Je vais pas vous le cacher, mais c'est des lectures que franchement j'ai adoré faire ça au mois de septembre. J'ai beaucoup lu, mais j'ai lu beaucoup de livres que j'ai bien aimés. Au final, je crois qu'il n'y en a qu'un seul que j'ai abandonné. Et je vérifie, il n'est pas dans cette update. Donc c'était un bon mois de septembre en termes de lecture. Et on va commencer cette update sans tarder avec l'Académie des méchants, le tome 3, les jeux horrifiques de Ryan Amon. Et au final, j'ai beaucoup aimé ce tome-là. Je vous en ai parlé dans la fin du deuxième vlog sur mon 12 livres en 12 jours, qu'au final j'ai fait 13 livres en 13 jours. Et celui-ci, c'était le 13e livre que j'ai rajouté justement. J'adore cette saga, franchement, on est sur un livre illustré. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, et on suit ce genre de personnage. Vous voyez, donc on a un loup-garou, ça c'est notre personnage principal, et puis on a un squelette, une sorcière, un lion, enfin voilà. On a aussi un fantôme, il me semble, dans le groupe qu'on suit. Et en gros, au tout début du tome 1, Bram, notre personnage principal qui est un loup-garou, intègre l'Académie des méchants. Comme son nom l'indique, c'est une académie faite pour les méchants, dans laquelle on apprend aux créatures dites méchantes, donc les loups-garous, les squelettes, les fantômes, les sorcières, etc., à être vraiment méchants. Il y a des cours de gros mots, des cours de méchants sortilèges, etc. C'est un peu une école de magie, mais version méchant, tu vois, version Voldemort, quoi. Vous voyez? Bon, c'est pas aussi poussé que Voldemort, vous vous en doutez, mais en gros, c'est ça l'idée. Et Bram est un petit peu coincé parce que il veut bien faire, il veut être un bon méchant, être un vrai méchant, mais il est fondamentalement gentil. Du coup, il se met beaucoup de pression pour devenir méchant, pour coller à ce qu'on attend de lui, et ça marche pas vraiment. C'est un peu une espèce de métaphore de ce que tu fais quand t'es ado. T'essayes de faire ce que tu crois que les gens veulent que tu fasses, jusqu'à ce qu'un jour, tu te rendes compte que quoi que tu fasses, c'est pas ce que les gens veulent, et que donc tu te dis, je vais faire juste ce que j'ai envie, et je vais juste être moi-même sans essayer de coller à ce que les gens veulent, parce que ça marche pas quand tu fais ça. Vous voyez, je pense qu'on a tous fait ça quand on était ado, c'est ça la grosse thématique des bouquins et de la trilogie, puisque c'est une trilogie. Je sais pas si on aura un tome 4, mais franchement j'adore cette ambiance. Dans chaque tome, on a un espèce de concours entre les élèves, avec les élèves, etc. Et ici, c'est les créateurs de l'académie qui se réveillent 2 fois par an. Une fois pour le concours des premières années, dont fait partie Bram, et une fois pour la remise des diplômes. Ici, on n'est pas à la remise des diplômes, on est au concours des premières années. Donc chaque année, ils organisent ce concours-là pour les premières années. En fait, c'est pour savoir ce que valent les premières années, ce qu'ils sont capables de faire avant même qu'on leur enseigne réellement quoi que ce soit, puisqu'ils n'ont même pas fini leur première année. Et donc c'est ça que fait Bram avec ses amis, ce concours, etc. Franchement, j'adore. J'adore cette saga, je la trouve absolument géniale. Et je vous encourage à la lire, c'est vraiment cool. Et puis c'est illustré, j'adore ce genre de bouquin jeunesse, j'adore ce genre d'ambiance. Et Bram est vert, hein. On voit que sur la couverture, puisque dans le livre c'est en noir et blanc. Mais voilà, franchement j'adore cette saga et je peux que vous la conseiller. Ensuite j'ai lu L'évasion magique de l'orpheline Clémentine de Chris Wormel. Et je me demande encore si je vais réellement garder ce livre ou pas. Alors il est très beau, hein, le livre est très beau, on est sur un poche hardback jeunesse absolument magnifique. C'est quand même assez gros pour un livre jeunesse, même si c'est illustré à quasiment chaque page comme ça. Il y a des grandes, il y a des petites illustrations évidemment comme c'est souvent le cas en jeunesse, vous voyez. Mais j'ai trouvé que l'histoire traînait en longueur et pourtant je l'ai quand même lu parce que prise dans le truc, j'ai avancé, j'ai tourné les pages, etc. Ça se lit quand même vite, ça se lit quand même bien, c'est de la jeunesse et tout. Mais ouais, je le trouve quand même gros le livre et l'histoire un peu longue. En gros, on va suivre Clémentine. Comme le titre l'indique, c'est une orpheline. Elle vit avec son oncle et sa tante. Et c'est un peu comme chez les Dursley. C'est ce que j'ai dit quand j'en ai parlé en vlog. Clémentine ne vit pas dans le placard sous l'escalier. Elle vit à la cave, enfermée à double tour. Et c'est le genre de cave où il n'y a rien. Elle a juste un lit
en métal. Moi j'ai eu ça quand j'étais petite, alors pas comme elle, mais bref, ce genre de lit métallique avec une espèce de tout petit matelas tout fin dessus et une vieille couverture élimée. C'est tout ce qu'elle a dans une cave avec une toute petite fenêtre, sans chauffage, sans rien du tout, tu te démerdes, voilà. La journée, elle a le droit de monter dans les étages de cette maison, mais pour faire du rangement, pour faire du ménage, pour faire la cuisine, ce genre de choses, vous voyez. Et elle n'est pas très heureuse cette petite fille, mais en même temps, elle n'a jamais eu le droit de sortir, elle ne se rappelle pas de sa vie d'avant réellement. Et donc, c'est ça sa vie, et puis c'est tout quoi. Vous voyez, ça a toujours été ça a toujours été comme ça. Mais un jour, elle va avoir le droit de rester dans la maison pendant que son oncle et sa tante vont au travail. Normalement, c'est pas le cas, quand ils vont au travail, ils l'enferment à la cave, mais là, ils la laissent se balader dans la maison. Et du coup, elle va découvrir l'existence d'une fenêtre sur le toit. Et elle va ensuite se rendre compte que depuis sa cave, elle peut voir par la cheminée ce toit, cette cave, ce ciel. Et donc, ça va lui donner envie de s'échapper. Mais rien que ça prend déjà du temps à se mettre en place. Dans le bouquin, je pense que ce que j'ai aimé et ce qui m'a fait tenir jusqu'au bout, c'est l'ambiance à la Roald Dahl. On a vraiment ce genre de détails à la Roald Dahl. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais Roald Dahl a cette capacité à... il commence une histoire et puis il fait des digressions. Il va te raconter que tel jour il a été dans le champ de pommiers et puis il a fait une sieste au pommier, etc., etc. Et ensuite il revient à la trame de son histoire de base. Et il fait pas mal de digressions comme ça dans ses histoires Roald Dahl. Et ici c'est le cas, il y a beaucoup de digressions, beaucoup de choses pas très utiles et au final où tu vas passer 20 pages dessus. Parce que c'est illustré en plus et que ça prend du temps, vous voyez. Et puis ensuite tu reviens à la trame de base et donc en fait cette pauvre orpheline qui essaie de s'échapper, ça va lui prendre beaucoup de temps parce qu'avec toutes ces digressions et tous ces événements qui prennent beaucoup de temps et beaucoup d'espace alors qu'en fait ça se passe en un quart de seconde, ça fait que le livre est très gros et qu'elle met beaucoup de temps avant d'avoir l'idée de s'échapper, de mettre en place des choses pour s'échapper alors que c'est marqué dans le titre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après c'est pas dérangeant en soi, j'ai quand même passé un bon moment et j'ai quand même trouvé ça très cool. Je vais essayer de me renseigner sur ce qu'a fait d'autres l'auteur, mais on n'est pas sur le genre d'histoire jeunesse que je préfère. J'adore Roald Dahl, vraiment. Mais là je trouve qu'il y a beaucoup de digressions qui prennent beaucoup de place et beaucoup de temps. Et au final, l'histoire de l'évasion de cette petite fille n'est presque que à l'arrière-plan de tout le reste. On en apprend plus sur son oncle et sa tante, qu'est-ce qu'ils font de leur journée, quel est leur travail, où ils vont, comment ils gagnent de l'argent, etc., etc. Et c'est intéressant et c'est cool et c'est sympa, tu vois. Mais le cœur de l'histoire, du coup, c'est pas vraiment l'évasion de cette petite fille, quoi. C'est qu'une petite histoire parmi tant d'autres qui nous sont racontées ici. Et du coup, en fait, le titre est un peu mensonger, quoi. Mais bref, j'ai quand même passé un bon moment, j'ai quand même beaucoup aimé les thématiques données ici, la manière dont c'est abordé, faire confiance aux adultes parce qu'ils sont des adultes, mais en même temps remettre quand même en question tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font, ne pas forcément avoir les mêmes valeurs que les adultes qui t'ont élevé, tout ce genre de choses, jeunesse, que peut faire aussi Roald Dahl dans ses histoires. Franchement j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça très cool. Et au final, je pense que je vais garder le livre. Ensuite, j'ai lu Bakary Champollion, chasseur de trésors de Marine Orenga et Coralie Mus. Et j'ai beaucoup aimé faire cette chasse au trésor avec ce petit garçon. En gros, ici, pareil, j'en ai beaucoup parlé en vlog, en tout cas, je l'ai résumé en vlog ce livre. On a un homme qui est milliardaire, qui a beaucoup de moyens, etc. et qui est passionné par l'archéologie, les recherches principalement en Égypte, etc. et qui a donné beaucoup de son temps, beaucoup de sa vie, beaucoup de son argent pour les recherches et pour faire des découvertes archéologiques majeures et faire avancer la recherche. Et malheureusement, au début de ce livre, cet homme est décédé. Nous on suit Bakary Champollion qui est fan de cet homme depuis toujours. C'est un petit garçon de 11-12 ans, il est fan d'archéologie, il est fan de cet homme, il est fan des recherches, etc. Et donc quand il apprend sa mort, vraiment il s'effondre à moitié, il est en mode c'est horrible, c'est la fin du monde, enfin genre vraiment
c'est terrible pour lui, c'est une grosse perte pour lui. Et ensuite, il apprend que dans son testament, cet homme invite plusieurs personnes à choisir un champion qui va être envoyé dans le manoir, dans son manoir à cet homme, pour mener une chasse au trésor sur place et découvrir le dernier trésor qu'il avait découvert avant sa mort et que personne ne connaît aujourd'hui. Bakary et ses amis vont tout faire pour prendre part à cette chasse au trésor. Évidemment, c'est pas vraiment un spoil, ils vont y arriver, sinon il n'y a pas d'histoire. Et donc on les retrouve dans ce manoir à chercher ce trésor-là, entourés d'adultes archéologues, d'adultes qui ont des moyens, qui ont des gens derrière eux, etc., etc., alors qu'eux ce ne sont que des enfants. Et on suit tous ces gens faire cette chasse au trésor, mener cette espèce d'enquête. Et nous on est avec Bakary évidemment. J'ai trouvé ça très cool, très fun. Il y a quelques découvertes à la fin que j'avais vu venir et il y en a d'autres que j'avais pas vu venir. En fait c'est un peu ce défaut que j'ai quand je lis de la jeunesse, je me rends compte, c'est à dire que je lis la jeunesse, il y a un gros mystère. Moi en tant qu'adulte je le résous assez facilement, assez rapidement, et du coup comme dans ma tête j'ai résolu ce mystère, j'en cherche pas d'autres. Je vais pas plus loin dans mes réflexions, je suis en mode ok, j'ai trouvé, c'est ça, et je continue à lire, sans vraiment chercher autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que parfois, il y a des auteurs et des autrices qui ont un gros mystère assez facile à deviner en tant qu'adulte, mais qui autour mettent pas mal d'autres petites interrogations auxquelles je fais pas forcément attention, et donc à la fin, quand ils donnent les réponses à ces petites interrogations-là, je suis surprise parce que j'y avais pas fait attention. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et bref, je me fais avoir moi-même en mode un peu prétentieux, je suis adulte, ouais c'est bon j'ai trouvé, et en fait j'ai pas tout trouvé quoi, et je trouve ça cool. Donc voilà, dans ce livre là on a aussi quelques illustrations, alors pas beaucoup, on en a des grandes comme ça, mais vraiment très 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 peu, et on a quelques petites illustrations comme ça, mais il n'y en a pas à toutes les pages, hein. Vraiment c'est très facile de trouver des doubles pages sans aucune illustration, mais franchement j'ai beaucoup aimé, au final j'ai passé un bon moment avec ce livre. Il n'y a pas vraiment de suspense sur la finalité de cette chasse au trésor, mais je me suis quand même laissée surprendre à la fin, comme je disais, donc c'était quand même chouette. La fin ouvre sur une nouvelle potentielle chasse au trésor ou enquête, etc. Sauf que j'ai pas vu d'autres livres de ces autrices-là dans ce genre-là, donc je pense qu'elles l'ont jamais écrite, ou en tout cas que ça n'a jamais été publié. Ça veut pas dire qu'on l'aura pas un jour, mais en tout cas j'ai passé un bon moment et c'était vraiment chouette. Et je l'ai pas dit, il y a aussi un petit raton laveur qui est avec eux, et qui mène l'enquête avec eux. On n'est pas sur un raton laveur qui parle, mais on est sur un raton laveur qui a des interactions quasi humaines, vous voyez. Et enfin, le dernier livre pour cette update, c'est 10 minutes à perdre, le tome 1 de Jean-Christophe Tixier. J'ai l'impression de vous avoir fait ce résumé 15 fois déjà sur la chaîne, mais ici on va suivre Tim, un jeune adolescent qui vient de déménager avec ses parents. Ils habitaient en banlieue parisienne ou à Paris même, je ne sais plus, mais par là en tout cas, et ses parents déménagent dans une espèce de petit village à la campagne, très très loin, perdu au fin fond de la France. Et au début de l'histoire, ils le laissent tout seul chez eux. Donc dans cette maison, c'est une vieille maison qu'ils ont achetée pour la rénover. Et son père, en partant, a dit à Tim, si tu t'ennuies et que t'as 10 minutes à perdre, t'auras qu'à commencer à arracher le papier peint de ta chambre, puisqu'évidemment ils veulent la refaire. Tim va finalement faire ça, il pensait pas le faire, mais il est dans une vieille maison, dans un vieux village français, où il n'y a pas vraiment de connexion internet, il s'ennuie, donc il commence effectivement à arracher le papier peint, et en même temps il va enquêter sur les propriétaires d'avant, qu'est-ce qui s'est passé, qui c'était, etc., etc. Et en arrachant le papier peint, il va découvrir des choses écrites derrière, liées à ses anciens propriétaires. Et donc il va un peu mener l'enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait ça, qui a écrit, quand, etc., etc., etc. Et avec son imagination d'enfant, il va croire que tous les gens autour de lui savent ce qu'il fait et en veulent à son enquête. Alors que, spoiler alert, c'est pas forcément le cas, peut-être, mais pas forcément. Et j'ai adoré, franchement j'ai trouvé ça très cool de suivre Tim, ça se lit très bien, ça se lit quasiment tout seul, franchement moi je me suis prise au jeu de cette enquête, de vouloir savoir ce qui s'est passé, j'avais envie d'arracher le papier peint avec lui, de l'aider, parce qu'il galère à arracher le papier peint. C'est collé et donc du coup des fois tu galères à enlever la colle et des fois t'as le placo qui vient avec et du coup tu peux pas lire ce qu'il y a écrit
derrière parce que tu le vois plus. J'avais envie vraiment de l'aider à arracher le papier peint, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Et l'épilogue m'a vraiment déçue. En fait, tout le long du livre, et je l'ai dit en vlog aussi, tout le long du livre, on est avec Tim dans le présent, on le suit dans ce papier peint à arracher, ce qu'il y a décrit derrière, rassembler le puzzle, mener l'enquête, etc., etc. Et puis on a une scène finale pleine de suspense et d'action, et d'un coup on nous coupe cette scène, et on nous met l'épilogue. Et l'épilogue se passe genre 3 semaines, 1 mois après. Et Tim est en mode ah oui bah il s'est passé ça après, et puis on a fait ci, et puis on a fait ça, et puis mes parents, et puis machin, et puis j'étais en mode pourquoi on n'a pas eu ça au présent, tu vois? J'ai pas compris pourquoi l'auteur avait coupé cette scène et nous avait donné la finalité genre a posteriori. Vous voyez, quand les personnages vont bien 3 semaines plus tard, donc tu sais que ça s'est forcément bien fini, il n'y a plus de suspense, ça casse tout, enfin vraiment j'ai pas compris ce choix de fin d'histoire, mais j'ai quand même passé un bon moment avec ce livre-là. Vous l'avez vu, j'ai acheté la suite dans le book haul, enfin vous l'avez vu dans le book haul, j'ai acheté la suite, donc je vais lire la suite normalement. Mais ouais, j'étais quand même un peu déçue par cette fin du tome 1. Mais j'ai quand même adoré lire ça et suivre Tim dans cette espèce d'enquête. Et alors, il y a autant de suspense et c'est autant flippant pour un enfant. En tant qu'adulte, bon, moi j'ai pas pu m'empêcher de me dire peut-être qu'il exagère, peut-être qu'il en rajoute. Bref, c'est facile de lire ça alors que moi j'ai 30 ans, tu vois, et lui il en a genre 12. Vous voyez, mais ouais, franchement j'ai trouvé ça très cool et comme je l'ai dit, bah j'ai acheté la suite et je vais la lire. On arrive à la fin de cette vidéo et de cette update. Je vais pas le rallonger plus que ça, je vous ai montré les 4 livres et je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.